Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Modernité solide et famille nucléaire. Les sociologues nous l'apprirent il y a longtemps, l'essor de la famille repliée sur elle-même, basée sur l'enfant, est l'un des traits distinctifs du passage de la société traditionnelle à la société moderne. 98. Une institution est soit un groupe NN social légitimé, soit une autorité légitimante, que cette autorité provienne d'une personne, d'un consensus ou d'un principe fondateur. 53. Pour Émile Durkheim, les institutions qu'une société abrite en son sein fonctionnent comme un modèle réduit de cette société. Dans ce chapitre ainsi que dans le suivant, nous envisagerons donc la famille nucléaire et les structures parentales contemporaines comme des institutions éducatives ayant respectivement importé dans la sphère privée les postulats de la modernité solide et ceux de la modernité liquide. Nous décrirons également les différences sociologiques et philosophiques existant entre la modernité solide et la modernité liquide. Quête d'identité et philosophie de la subjectivité pour l'homme solide. Quête d'appartenance et philosophie de l'intersubjectivité pour l'homme liquide. 41. Remplaçant la relation réflexive entre sujet et objet par une relation communicationnelle entre les sujets. 88. À aspect philosophique, sociologique, politique et économique de la modernité solide. Philosophiquement, la modernité solide est un concept de société s'opposant à la tradition et prônant une recherche constante de nouvelles idées ainsi que de nouvelles formes d'expression. Ce qui anime cette démarche toujours inachevée, c'est la croyance en l'acheminement de l'humanité vers un accomplissement final, chaque découverte constituant un jalon qui repousse les limites des terrains à explorer. 69. Un modernité solide a débuté lorsque l'homme s'est inventé lui-même accent circonflexe MC, lorsqu'il ne s'est plus vu comme le reflet de Dieu ou de la nature. Elle est par ailleurs sous-tendue par une importante quête d'identité et d'individualité, le terme individu apparaissant à la conscience de la société occidentale à la fin du XVIIe siècle. Ce terme, dérivé du latin individer, désigne d'abord, comme l'atome tiré du grec, l'indivisibilité de l'individu, un humain étant la plus petite unité à laquelle puisse être attribuée la qualité d'humanité. En soi, le nom ne stipule pas le caractère unique de celui qui le porte. Ce caractère unique, le fait d'être différent des autres, lui sera attribué plus tard et colonisera alors tout l'espace sémantique du mot, 16. Illustrant une fois encore le lien entre l'apparition d'un mot et le développement d'une idée nouvelle, la fascination de la société occidentale pour le sujet individualisé se développe à la fin du XVIIIe siècle. En effet, pour la philosophie des Lumières, la raison devient l'attribut fondamental de l'être humain et représente la condition indispensable à tout progrès. Les Lumières s'attachent à libérer le sujet de toute autorité extérieure et à lui conférer la capacité de penser par lui-même. 40. L'individu peut alors exercer son sens critique et s'émanciper d'une légitimité jusqu'alors recherchée dans le passé et dans la tradition. 108. L'homme devient ainsi son propre créateur. Au XIXe siècle, l'individualisme est l'objet d'une montée irrésistible. La subjectivité est cultivée avec ardeur, le psychologisme devient l'essence de la société, poussant chacun à éprouver et à interpréter le monde selon les réactions de sa propre intériorité. Les contenus stables se dissolvent dans la subjectivité. 159. Et l'intérêt pour la personnalité prédomine tellement qu'il entraîne un profond désintérêt pour les actes considérés comme impersonnels. 158. Le moi de chaque individu devient son principal fardeau, entraînant l'homme solide dans une quête incessante et frustrante de lui-même. Se connaître soi accent circonflexe MC constitue un but, une fin en soi, au lieu d'être un moyen de connaître le monde. 158. Une fois les dieux démythifiés, l'homme solide en arrive à mythifier sa propre condition, se repliant sur lui-même et se vivant comme le centre d'un monde. Sa subjectivité lui paraît si précieuse et si délicate qu'il redoute qu'elle dépérisse au contact des réalités du monde social, car pour s'épanouir, elle doit être protégée et isolée. La modernité solide encourage ainsi la croissance des composantes psychiques au détriment des rencontres sociales. 158. L'homme est seul dans l'univers, d'une solitude éternelle et immense. Il n'a pas de but en dehors de lui-même, pas d'autre raison de vivre que lui-même.
Loin derrière lui ont disparu toute société humaine et toute éthique sociale, il est seul, 179. Sociologiquement, la modernité solide se caractérise par l'apparition de la classe bourgeoise qui, composée d'individus possédant des biens et ne travaillant pas de leurs mains, dominera progressivement toute cette période. Politiquement, la modernité solide se distingue par la constitution des grands États-nations qui assoient leur pouvoir sur une administration centralisée. Celle-ci assure dorénavant le contrôle social en remplacement de la communauté de voisinage dont le rôle s'amenuise à mesure que la société s'urbanise. Mais en cessant de vivre sous l'œil de sa voisine, la famille passe sous le contrôle de l'État 156. Enfin, dans le monde solide, le capitalisme industriel se substitue à l'économie agraire de la société traditionnelle. B. Répercussions de la modernité solide sur la vie familiale. 1. La question de la nucléarisation de la famille. La question de la nucléarisation de la famille sous l'effet de l'industrialisation reste controversée. Pour le sociologue américain Talcott Parsons, les relations de parenté élargies sont incompatibles avec des relations économiques industrielles. Dès lors, la mise en place de modes de production industriels ne peut se faire qu'en détruisant les structures de la parenté élargie et les structures sociales locales. Pour Parsons, la famille nucléaire représente une adaptation positive au changement de société que symbolise la vie urbaine, structurée autour d'une division sexuelle stricte des tâches, instrumentale pour l'homme et affective pour la femme. Elle répond aux besoins de la société industrielle 134. D'autres, tels Peter Lalette ou le Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, estiment que l'industrialisation ne nucléarise pas la famille parce que la famille était nucléaire depuis longtemps. Certains auteurs pensent même que c'est l'existence préalable de la famille nucléaire qui a permis l'émergence de la société industrielle, 156. Quoi qu'il en soit, la révolution industrielle contribue à réduire sensiblement la taille des familles. Par exemple, la taille moyenne d'un ménage en Belgique passe de 4,6 à 3 personnes entre les années 1880 et 1946, 25. Ce rétrécissement du groupe domestique permet aux parents de remplir un rôle essentiel dans le processus de socialisation primaire des enfants. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, Parsons démontre le rôle décisif des mères dans la transmission à leurs enfants des valeurs requises par la société américaine d'alors. Réussite personnelle et accomplissement de soi. 2. La colonisation du vécu. La famille, préoccupation majeure de la modernité solide, se voit progressivement subordonnée à l'avis de divers experts estimant qu'elle ne peut plus faire face seule à ses responsabilités. En intervenant directement dans la vie des familles, l'État se substitue au pouvoir patriarcal et donne naissance à l'État gérant, à l'État-providence ainsi qu'à l'État thérapeutique, 98, appellation désignant de fait l'ensemble des données économiques et sociales justifiant l'intervention de l'État dans des domaines traditionnellement réservés à l'initiative privée, 105. Ainsi, en France, dès la Première République, le pouvoir patriarcal est réduit car comme l'a dit Balzac, en coupant la tête du roi, la République coupe la tête de tous les pères. La communauté de croyance se substitue à la communauté de sang, 178, car les États-nations remplacent progressivement la dépendance familiale par la dépendance sociale, 105. Par le biais de ces bureaucrates, de ces médecins et de divers autres organes professionnels, l'État envahit la famille, 98, phénomène que dénonce Frédéric Le Play dès 1871. Notre plus fatale erreur est de désorganiser par les empiètements de l'État l'autorité du père de famille, la plus naturelle et la plus féconde des autonomies, celle qui conserve le mieux le lien social en réprimant la corruption originelle, en dressant les jeunes générations au respect et à l'obéissance. Cette erreur est celle qui soumet le foyer, l'atelier de travail et le personnel de la famille à l'autorité des légistes, des bureaucrates et de leurs agents privilégiés, 100. 1. À question de l'éducation des enfants illustre à merveille cette intervention croissante de l'État dans la vie des familles. En effet, l'accent mis sur la capacité des héritiers constitue la principale différence entre famille noble et famille bourgeoise. La noblesse, dont les privilèges d'origine divine se transmettent automatiquement de génération en génération, ne se préoccupe guère de l'éducation de ses enfants qu'elle confie à des nourrices et à des précepteurs, parfois d'une grande sévérité.
Possus moriquam repuscere. Plutôt mourir que de redevenir enfant. Cette phrase, écrite par saint Augustin dans la Cité de Dieu, évoque le souvenir cuisant qu'il gardait de ses précepteurs romains. Dans une société féodale, plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus les soins maternels et l'expression de l'amour pour les enfants sont considérés comme des signes de vulgarité. Mais ce mépris des enfants sera progressivement remis en question par les couches moyennes supérieures de la société, dès le milieu du XVIIIe siècle. Cette remise en question n'atteindra que plus tardivement les couches aristocratiques dont les modalités éducatives resteront plus longtemps basées sur les principes du manque de soins, de la discipline répressive et de l'absence parentale, 158. Contrairement à celle de l'aristocratie, la richesse de la bourgeoisie repose sur le labeur. Le bourgeois est en permanence à la merci de troubles politiques, de conjonctures économiques défavorables mais aussi d'une descendance ratée et pas seulement d'une absence de descendance, comme c'était le cas pour la noblesse 105. Si elle veut survivre et se perpétuer, la bourgeoisie doit donc s'assurer de la compétence de ses héritiers 131, car pour elle, rien n'est définitivement acquis, le travail est toujours à faire et l'accumulation du capital continuellement à poursuivre. Pour cette raison, l'éducation des enfants devient une priorité fondamentale de la modernité solide. À cette fin, les parents se soumettent progressivement au contrôle des médecins, des psychiatres, des experts en développement, des conseillers matrimoniaux et des pédagogues, 171. C'est ce que Jürgen Habermas appelle la colonisation du vécu. L'institutionnalisation de sciences nouvelles, schizophrénie, économie domestique, psychanalyse, pédagogie, travail social, sciences du développement de l'enfant, applique à la vie quotidienne les techniques d'administration utilisées dans le domaine de l'économie et de l'État, 98. Ainsi, le métier de pédiatre apparaît au début du XIXe siècle et celui de mère de famille durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce qui est nouveau dans cette attribution féminine, ce n'est pas la vocation maternelle de la femme mais bien la constitution de la maternité comme la vocation exclusive de la femme, tota mulier in utero, par laquelle l'inactivité professionnelle féminine devient le symbole de la classe bourgeoise, 105. 3. La liquidation du patriarche, la valorisation de la liberté. Dans la société solide, le remplacement de l'économie agraire par l'économie industrielle capitaliste achève la liquidation du statut du père patriarche dont la soumission à la loi d'airain du salariat ébranle définitivement l'autorité, 171. En effet, c'est une illusion de croire que le système capitaliste représenterait par nature un ordre social conservateur, autoritaire et patriarcal. Dès 1848, Marx souligne que la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. C'est pourquoi, ajoute Marx, tous les rapports sociaux stables et figés, avec leur cortège de conceptions et d'idées traditionnelles et vénérables se dissolvent. Quant à la psychanalyse, dont nous traiterons plus loin en tant que courant de pensée de la modernité solide, elle vise, par la théorie du complexe d'Œdipe, à revaloriser symboliquement la fonction paternelle à une époque où l'autorité patriarcale se délite, 46, sous l'effet du capitalisme bourgeois. L'industrialisation offre également à l'individu l'opportunité de s'émanciper du contrôle du groupe social. Le salariat et la mise en exergue du libre choix amoureux favorisent la réalisation des aspirations individuelles, 80. La liberté pour tous est revendiquée par une société capitaliste qui, afin de répondre à la loi du libre marché, rend chaque citoyen responsable de ses réussites et de ses échecs. La liberté s'accompagne désormais de l'obligation d'assumer individuellement le cours de son existence, 113. 4. Le repli sur la vie privée. L'économie capitaliste engendre à la fois de la mobilité et des incertitudes sociales. De la mobilité sociale car la condition matérielle n'est plus seulement héritée. Elle est également influencée par la qualité du travail fourni à chaque génération. Des incertitudes sociales car la vie économique capitaliste de cette époque est éminemment instable. IC marché y est en effet beaucoup moins régulé qu'il ne l'est actuellement. Et il est possible de gagner ou de perdre de grosses sommes d'argent en peu de temps. Durant le XIXe siècle,
peu d'entreprises publient des comptes rendus annuels de profits et pertes et la TNHCURC partie des données circule sous forme de rumeurs et de bavardages. De ce fait, les investisseurs de l'époque possèdent moins d'informations que ceux d'aujourd'hui et tendent à placer leur capital dans une seule entreprise. Un seul mauvais investissement et des familles respectables se retrouvent ruinées. 105. De plus, c'est la vie publique dans son ensemble qui a quiquerté un caractère d'incertitude chaussée car les individus quittent les campagnes pour venir vivre en ville, au milieu d'inconnus. Pour toutes ces raisons, l'équilibre qui existe jusqu'au siècle des Lumières entre géographie privée et géographie publique est bousculé. 98. En effet, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'homme abouti se constitue en tant qu'être social dans le domaine public, car c'est là qu'il se distingue de l'animal, et réalise sa nature innée dans le domaine familial, les deux domaines étant nécessaires à une vie équilibrée. 158. Mais sous l'effet du capitalisme industriel, le désir de s'investir dans le domaine public s'émousse. Dorénavant, il s'agit avant tout de s'en protéger. L'homme oppose progressivement à la réalité économique chaotique un foyer stable qu'il contraint à une vie stricte et ordonnée. 158. La famille se différencie des comportements mondains et désordonnés. 116. Elle devient un refuge, un lieu de bonheur et de félicité, le seul endroit où l'authenticité sentimentale et la sécurité affective peuvent se vivre. La notion de vie privée, inconnue jusqu'alors, se développe, marquant le grand repli vers le privé qui caractérise la modernité solide. Les charmes des foyers privés s'accroissent à mesure que le monde extérieur semble s'assombrir. 16. Et comme le note Karl Marx, le papillon de nuit, quand s'est couché le soleil universel, se cherche la lumière à la lampe du foyer privé. Toute personne retirée en elle-même se comporte comme si elle était étrangère au destin de tous les autres. Ses enfants et ses amis constituent pour elle l'ensemble du genre humain. Dans ses échanges avec les autres hommes, elle peut se mêler à eux, mais elle ne les voit pas. Elle n'existe qu'en elle-même, elle pour elle-même. Et s'il reste en elle un sens de la famille, elle n'a plus du tout celui de la société. 43. En servant de refuge face aux horreurs de la société, la famille devient l'étalon moral avec lequel s'évalue désormais le domaine public. Face à l'ordre supposé idéal de la famille, l'espace public apparaît moralement inférieur et sa légitimité est mise en question. 158. Pour les anciens, la liberté consiste en un partage du pouvoir social entre LCS citoyens d'une même patrie participant ensemble à la gestion des affaires publiques. Pour les modernes, la liberté est constituée par les garanties et les protections accordées par l'État au droit à la vie privée. 137. Pour les modernes, l'individu préexiste ontologiquement à l'État et doit pouvoir gérer ses affaires privées en étant débarrassé, grâce au système de la représentation, de la nécessité de participer aux affaires publiques. 41. La famille nucléaire se constitue donc comme une sorte de sanctuaire, lieu du bonheur, du désir, de toutes les intimités et de tous les individualismes. Elle autorise le retour sur soi face à l'emprise élargie de l'économie capitaliste. C'était des formes de gestion bureaucratique et étatique des rapports sociaux. 105. Ce phénomène s'observe des deux côtés de l'Atlantique, touchant ainsi l'ensemble du monde industriel de l'époque. Comme le rappelle Christopher Lasch, le refuge de la famille aide les Américains à gérer les émotions ambivalentes suscitées par le nouvel ordre industriel. En effet, les citoyens des États-Unis sont partagés entre le désir du confort fourni par le progrès industriel et le refus de l'individualisme exacerbé généré par le marché capitaliste. Dès lors, ils confient la garde des belles choses de la vie telles que la bonté et l'affection spontanée, que John Stuart Mill appelle la culture des sentiments, à la famille. Ils espèrent que ces valeurs ainsi placées conserveront leur statut, même au sein de sociétés gouvernées par les principes de la réussite compétitive. 98. Cette intimité nouvellement conquise fait peser une contrainte nouvelle sur la structure familiale, qui, devenant essentiellement relationnelle, voit le poids de l'affectivité et de l'intimité devenir déterminant. Les maisons familiales deviennent des champs de bataille de substitution pour les jeux d'affirmation de soi expulsés de l'arène publique. 15. L'intensification émotionnelle de la vie de famille ne conduit pas à la coopération, mais au conflit entre mari et femme, entre parents et enfants. 98. En effet, les êtres humains ont paradoxalement besoin d'être protégés des autres pour se montrer sociables. Inversement,
Lorsque le contact intime augmente, la sociabilité diminue car chacun cherche alors à se libérer des coutumes, des manières sociales, des codes pour s'ouvrir de façon inconditionnée à autrui. La civilité consiste à traiter les autres comme s'ils étaient des inconnus, à forger avec eux des liens sociaux respectant cette distance première. L'incivilité, c'est le fait de peser sur les autres de tout le poids de sa personnalité 158. Ses conclusions. Si la famille nucléaire, reposant sur une séparation radicale entre la vie domestique et le monde du travail, est bien une construction sociale du XIXe siècle, 98, elle ne s'imposera réellement que dans la classe bourgeoise et ne représentera jamais la réalité de la vie en milieu ouvrier ou en milieu paysan, 126. La famille nucléaire connaît son apogée durant les années 1950, période au cours de laquelle le taux d'activité professionnelle des femmes décroît jusqu'à son minimum historique en 1961. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1988 qu'il redeviendra ce qu'il était en 1911-170. Durant les années 1950, le déclin séculaire de la fécondité s'interrompt, la norme du mariage se généralise et le statut de femme au foyer s'impose comme un archétype. Par contre, au cours des décennies suivantes, la famille nucléaire décline. En France, la fin du familialisme traditionnel est programmée dès le début des années 1960 par la volonté de favoriser l'emploi des femmes en baissant considérablement les allocations familiales au profit des salaires et des autres branches de la sécurité sociale. À cette époque, l'absence de main-d'œuvre disponible pour une économie en pleine expansion devient un problème majeur, 105. Malgré la richesse des changements qu'elle instaure, la modernité solide garde des traces phylogénétiques de son passé, conservant sous des formes remaniées, des postulats traditionnels. En effet, si elle libère l'homme de ses appartenances traditionnelles, elle leur substitue l'autorité de l'État centralisé. Si elle supprime le pouvoir des patriarches, elle préserve malgré tout le pouvoir économique des hommes en décourageant le travail des femmes. Si elle supprime la tyrannie du roi ou de la religion, elle lui substitue celle de la nation souveraine. Enfin, si elle liquide la hiérarchie féodale, elle instaure celle de l'argent, la contrainte du travail restant globalement identique 137. La tyrannie religieuse et l'immobilisme social sont l'avatar des sociétés traditionnelles. Le fascisme, dont l'avènement fut sans doute favorisé par la soumission des familles à un État centralisé, constitue celui de la société moderne solide. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la modernité solide est accusée d'avoir engendré tant l'impérialisme colonialiste que les totalitarismes. Dans la mesure où elle s'incarne dans l'État-nation, l'évolution de la modernité solide vers le totalitarisme n'a rien de surprenant, 41, car pour certains, loin d'avoir émancipé les hommes, les Lumières se seraient transformées en leur contraire. L'universalisme aurait pris la figure de l'européocentrisme et le rationalisme celle de l'irrationalisme, 63. Des écueils de la modernité solide, naîtra la modernité liquide. Chapitre 2. Modernité liquide et structure parentale contemporaine. Après avoir abordé différents aspects de la modernité solide, nous nous livrons maintenant à une approche similaire de la modernité liquide. Cette période, dont la société occidentale épouse toujours les caractéristiques à l'heure actuelle, débuta en Europe à la fin des années 1950. C'est en effet à ce moment-là que la reconstruction du continent après la Seconde Guerre mondiale s'achève et qu'une économie de type post-industriel se développe. À aspect philosophique, sociologique, politique et économique de la modernité liquide. Philosophique MCNT, la modernité liquide apparaît à la fois comme l'aboutissement et la remise en cause de la modernité solide. Aboutissefn, car l'individualisme y atteint sans doute son apogée. Remise en cause car du fait même de la prééminence de l'identité sur l'appartenance, le conche même de société est ébranlé. L'homme ne s'y révèle qu'à l'écart de toute vie publique, dans l'intimité et dans le face-à-face 6, et apparaît ainsi prisonnier de ce que Schopenhauer nomme le principium individuationis. Le caractère humain ne démord pas de la totale séparation ainsi posée entre sa propre personne et toutes les autres, de sorte qu'il ne cherche que son bien-être propre, indifférent à celui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.